Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel de Zurich, pour ceux qui ne connaissent pas encore le podcast. À nouveau, je vous présente tous mes vœux pour l'année 2022, avec beaucoup de positivité, car vous savez que ça me tient à cœur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente une jeune femme particulièrement créative, une touche à tout, venant du Valais, et elle a aussi vécu à Paris. Il s'agit d'Estelle Dorsa, rédactrice francophone pour le Migros Magazine, blogueuse, peintre, etc. Elle est entre les lettres et les arts, elle se passionne pour les sujets d'actualité et les analyse aussi avec son prisme. Par exemple, je l'ai rencontrée grâce à l'article qu'elle a publié sur un groupe Facebook « Paris pour la nuit, Zurich pour la vie ». Donc c'est dire à quel point sa présence est tout à fait évidente dans le podcast. Alors je lui laisse la place. Bonjour Estelle. Bonjour Jenny, merci pour cette introduction vraiment particulièrement jolie. Bah, c'est bien normal, c'est comme ça que je te vois, donc merci de participer à Franzine. Merci, ça me fait vraiment très plaisir en tout cas d'être là et je suis aussi tes podcasts depuis quelque temps. Donc, merci, ouais. Ça fait chaud au cœur. Alors, la réponse de l'article, c'était quoi ? Paris pour la nuit, Zurich pour la vie ou bien... Ah, mais c'est une très très bonne question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Zurich pour la vie, j'en suis pas sûre. Mais l'avenir nous le dira et j'aime bien me laisser surprendre. Plein de surprises. D'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, de tous les endroits que tu as visités. On va voir que, justement, tu t'es laissé surprendre et que tu n'es pas figé. Exactement. J'aime bien, justement, laisser la vie me surprendre et aller où elle me mène. Alors, où est-ce que tu as vécu ? Alors, tout d'abord, j'ai grandi en Valais jusqu'à mes 19 ans, après ma maturité. Donc, j'ai fait ma matu à Sion, au Collège des Creusets. Ensuite, je suis allée à Genève faire mon bachelor en lettres, en français et en histoire de l'art. Ensuite, je suis partie à Paris faire mon master à la Sorbonne. C'était un rêve en fait, et je me suis dit que voilà, il fallait le vivre. Et voilà. Ensuite, je suis partie faire le tour du monde. Je sais pas si tu veux que je fasse comme ça. Alors, moi d'abord, je voudrais te demander ce qui t'a aussi amené à des études de lettres, vu qu'on a fait, je pense, un petit peu le même parcours. Toi, plus renforcé au niveau de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Est-ce qu'on t'a aussi dit attention, ça ne mène pas à grand chose ? Ben, justement pas. Tu vois ? J'ai eu la chance en fait d'avoir une maman qui était très supportrice. Oui. Alors je ne sais pas si ça aide forcément de laisser un enfant faire exactement ce qu'il veut sans l'aiguiller, puisque après on peut se retrouver avec quelques surprises, puisque je me suis retrouvée à la fin de mes études en me demandant mais qu'est-ce que je vais faire avec ça exactement. Mais oui, je suis partie en lettres parce que ça m'intéressait. Je vais dire que c'est à peu près 50% par intérêt et 50% par défaut, parce que j'avais fait donc ma maturité en anglais et en latin. Et ensuite, j'ai continué dans cette voie. Et ce qui m'intéressait, c'était justement l'art, l'histoire de l'art et puis la littérature. Donc, en fait, le choix s'est un peu imposé à moi comme ça, en fait. Tu peignais déjà à l'époque ? Oui, j'ai commencé à peindre vers l'âge de 16-17 ans, ouais. D'accord, intéressant. Ouais. Est-ce que tu as vu des grandes différences entre les sujets, les professeurs que tu avais à l'université de Genève et ceux que tu avais ensuite à la Sorbonne ? Oui, déjà parce que le système bachelor et master est assez différent. En bachelor, il y a beaucoup de cours qu'on suit tout simplement en prenant des notes, alors qu'en master, la grande majorité se passe en fait seule à la bibliothèque, on fait beaucoup de recherches. Et en particulier, la Sorbonne Paris 4, j'ai fait 2 masters, en fait, un master 1 et un master 2, qui étaient les deux validés en fait, par une thèse, en fait, par un mémoire. Donc, C'était quoi tes sujets, si je peux demander ? Alors, le premier, c'était pas très glorieux. Le premier, c'était sur l'humour et la satire dans les affiches Art Nouveau. D'accord. Donc, le sujet est très intéressant. Après, la façon dont ça a été traité, je sais pas. T'étais jeune. Voilà, exactement. Donc, j'étais assez seule la première année. Donc, mon prof ne m'aidait pas du tout. J'avais aucune info sur comment justement faire des recherches, etc. Donc, j'ai dû beaucoup apprendre par moi-même. Et ensuite, mon Master 2 a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable à faire. J'ai fait sur les frères Chapuisat, qui sont 2 artistes, 2 frères suisses, qui font des installations, des labyrinthes, des cabanes. Et en fait, je suis devenue un peu la spécialiste en fait, de ces artistes. Et d'ailleurs, à cette occasion... Tu me les fais découvrir, merci. Mais oui, je pourrais t'envoyer justement des liens. Et j'ai participé à l'écriture d'un livre justement sur ces artistes-là, grâce à mon sujet. Et pour l'anecdote, je les avais découverts au Centre culturel suisse à Paris, dans le Marais. Ouais, c'est comme ça que je les ai découverts. C'est un centre qui est très intéressant, où ils font la promotion de beaucoup d'artistes suisses, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, etc.
Et d'ailleurs, le livre se trouve à la bibliothèque du Centre culturel suisse à Paris. Je suis passée devant là, mes dernières vacances, tu vois. Oui. Et mon rêve, ce serait de faire l'équivalent à Zurich, le centre culturel français, francophone. Magnifique, on y tu va. vois. On a un projet à mettre en place. Oui. Alors écoute, c'est super intéressant aussi que tu aies pu, à la Sorbonne, étudier des artistes suisses, de voir à quel point ça circule en fait, hein, cette francophonie, cette amitié entre les pays. Oui, absolument. Oui. Oui, donc magnifique. Est-ce que aussi tu as des anecdotes par rapport à cette époque étudiante à Paris? Donc tu dis un petit peu de solitude, pas trop guidée, mais des choses aussi typiques peut-être de la vie parisienne étudiante. Alors, au niveau de la vie étudiante et de l'université en elle-même, il faut dire que j'ai failli renoncer à m'inscrire tellement c'était compliqué, puisque je ne m'inscrivais pas justement comme un étudiant en Erasmus avec des facilités administratives en fait. Je devais tout faire moi-même, donc on me renvoyait d'un bureau à un autre, il me manquait un papier, j'avais besoin d'un chèque, mais du coup il fallait que j'ai un compte en banque, mais pour avoir un compte en banque j'avais besoin d'avoir une adresse, et pour avoir une adresse j'avais besoin d'avoir un compte en banque, et que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et j'ai fait des heures à attendre dans des couloirs un peu glauques d'un bâtiment, et après on nous dit c'est pas à ce bâtiment, et après on nous dit c'est pas dans ce bâtiment-là qu'on doit aller, donc c'est un autre bâtiment qui est des fois assez loin même. Donc ouais, ça c'était des choses qui pouvaient être un peu compliquées. J'ai vraiment failli renoncer à m'inscrire en me disant c'est pas grave, je vais passer 2 ans ici, je vais trouver un job et puis je vais faire autre chose. Intéressant. Donc ça c'était un peu pour mais bon, les expats ont parfois aussi ce problème ici, mais c'est vrai que c'est très rapide. Oui. Alors moi, étant provinciale et étant arrivée à la Sorbonne, j'avais aussi quelques difficultés, donc rassure-toi. Mais par contre, je pense que nos frais d'inscription étaient moins chers que toi venant de Suisse, où tu devais certainement... non, les je frais sais pas si t'avais d'inscription des étaient bourses. vraiment bon marché pour Oui, le coup. d'accord. C'était Ok. vraiment, je crois que c'était 300 Oui, euros voilà, pour 600, l'année, moi, je me donc c'est souviens, vraiment oui. rien du tout. Quoi. Ok, super. Mais j'ai une autre anecdote qui n'est pas vraiment liée à l'université en elle-même, mais plutôt à la recherche d'appartements. Parce j'habitais donc avec ma sœur dans un petit 27 mètres carrés. Ça change de Zurich parce qu'ici on a quand même des appartements un peu confortables. Mhm. Et très moderne surtout. Ouais, alors qu'à Paris... oui, non, ça, oui, alors ça, c'est sûr. Et on avait voulu quitter notre appartement pour en trouver un autre. Et là aussi, je faisais plus que ça. En fait, j'avais arrêté d'aller à l'université, j'avais arrêté de faire d'autres choses. Je me consacrais uniquement à ça. Et pendant un mois, on a visité genre 40 appartements et personne ne nous voulait parce qu'on était suisse. Ah, Parce c'est drôle. Oui, mais en fait, parce qu'à cause de certaines lois sociales qui protègent le locataire, les propriétaires deviennent extrêmement méfiants. Et quand tu viens de l'étranger, ça peut être vraiment un no-go. En fait, c'est vraiment ça dégoûte en fait les agences ou les propriétaires. Et du coup, à chaque fois, on a dû payer 6 mois d'avance pour pouvoir obtenir un appartement. Donc, en fait, les agences immobilières ne nous voulaient pas. Et une fois, on a même pleuré à l'agence tellement on était désespérés. Et après un énième refus, on était là, mais donnez-nous un appart, on veut juste, moi, je suis choquée. vivre quelque part. Donc, ouais. Et ça, malgré je le m'y fait attendais qu'on pas. ait un garant en Suisse avec un salaire correct, etc., personne ne nous voulait justement parce que c'était trop compliqué. Ils nous disaient les procédures d'expulsion avec des étrangers, ça prend encore plus de temps. Donc, T'as bien profité de la vie sociale, culturelle, aussi des spectacles à Paris quand tu étais? Oui. Ouais, beaucoup. J'allais énormément au musée. Le Centre Pompidou, c'était devenu ma deuxième maison puisque... La bibliothèque. Exactement, la bibliothèque. Et du coup, j'avais la carte, donc j'y allais. On tout s'est le temps. croisés, tu me diras quelle année tu étais, c'est pas possible. Oui, c'est très possible. Ouais. Non, c'était vraiment ma deuxième maison à un moment donné, j'y allais tout le temps. Et sinon, le Louvre, des musées, d'autres musées, je me souviens. Théâtre et tout ça. Ouais, des théâtres. Et surtout, pour moi, en fait, la vie culturelle à Paris est bien au-delà, en réalité, des musées et des théâtres. Elle est aussi dans les restaurants, dans les bars, dans les rencontres. Les gens sortent énormément et ont du plaisir à parler, en fait, de leur vie et de leur façon de voir la vie et la ville de Paris, en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce qu'on a un peu moins ici. Il y a une mise en scène de la vie sociale. Exactement. C'est exactement ça, une mise en scène de la vie sociale. Et je trouve que la culture se passe aussi, des fois, autour d'une bière dans un bistrot, en fait. Dans ces rencontres-là et ces échanges-là, en fait. Absolument. Moi, je crois que c'est ça qui attache les gens aussi à Paris, parce que les difficultés, voilà, de logement, etc., parfois même un peu pas de violence, hein, parce que je veux pas exagérer, mais oui, de difficultés sociales. Mais alors, à côté de ça, quand on fait des rencontres et rapidement ça se fait, des gens peuvent aller tout seuls au café, ils savent très bien qu'ils vont finir par parler à 15 personnes. Exactement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on me demande que faire à Paris, quelqu'un qui me dira, toi, tu y es habité, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Je dirais, balade-toi.
va au Petit Bonheur La Chance, arrête-toi dans un bistrot qui t'intéresse, arrête-toi Les ruelles. dans une ruelle, tu vois une galerie, ça t'intéresse, entre-y et ouvre les yeux, regarde les bâtiments, inspire-toi des lieux. Et je trouve que c'est la meilleure chose à faire à Paris, et c'est de sentir comme la vibe et d'attraper l'âme de Paris. Pour moi, c'est c'est la plus belle chose à faire là-bas, en fait. Bon, il faut dire que tu es une voyageuse accomplie. Donc après Paris, tu prends ton sac à dos, tu fais un petit tour du monde. Est-ce que tu peux nous dire simplement, est-ce que c'était toujours un projet dans ta tête, ou voilà, est-ce que c'était aussi par rapport aux circonstances, ton master en poche, tu devais réfléchir, enfin, tu pouvais nous en parler? Mais alors oui, tout à fait, c'était effectivement quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, puisque quand j'étais petite, j'avais à peu près 10 ans, on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être globe-trotter. Quand j'ai compris que c'était pas un métier, j'ai dit que je voulais être reporter photographe. Et bon, je suis passée par différents métiers de rêve, mais ça, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Et depuis toute petite, j'adorais lire des livres qui parlaient de l'Inde, du Gange, de l'Afrique. C'était des choses qui me fascinaient vraiment. Donc en fait, ce rêve-là, j'ai voulu le réaliser après l'université en me disant c'est maintenant ou jamais. Je peux choisir de rembourser mes dettes d'études tout de suite en travaillant, ou alors je me dis que je penserai à tout ça plus tard et j'utilise mes économies et je pars. Et c'est ce que j'ai fait. C'est courageux. Ouais. Toute seule? Ouais, je suis partie toute seule. J'avais mon sac à dos et je me rends compte maintenant, avec l'âge, j'aime un peu mon confort, mais à l'époque, j'étais partie avec 14 kilos seulement, un sac avec 14 kilos. J'avais une paire de flip-flops, une paire de baskets et une autre paire de chaussures, un pantalon, une robe. C'était vraiment le minimum. Un peu sommaire. Je m'étais dit, je veux partir à l'aventure. J'avais une vision quand même assez romantique en fait des voyages, presque d'explorateur en fait. Oui, c'est ça. Et je partais vraiment à l'aventure et à la découverte. Et finalement, tu as trouvé ça? Tu as pu réaliser ce désir-là, ou... Oui et non. En fait, c'est tellement facile de voyager aujourd'hui que je pense que j'avais une vision quand même assez idéalisée du voyage et je pensais que c'était plus difficile que ce que c'est en réalité. D'accord. Parce qu'en fait, je suis partie et très vite j'ai rencontré des gens sur la route avec qui j'ai voyagé pendant 1 jour, 2 jours, voire 1 mois. Et ensuite, à chaque fois, une rencontre en entraînant une autre, on crée des liens et tout d'un coup, les chemins se croisent et se défont. Et... Donc, c'était pas vraiment partir seule pour de la méditation, faire le point sur ta vie? Je pense que ça vient forcément, en fait. C'est vrai que quand on voyage comme ça, on se pose forcément des questions sur nous, qui on est, ce qu'on veut. On repousse nos limites, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, effectivement, sortir de ma zone de confort. Mais non, c'était pas un but. C'était pas un but méditatif. T'étais dans des pays à risque parfois? Moi, j'imagine une jeune fille seule. Pas vraiment. Après, j'étais en Amérique du Sud, en Argentine, par exemple. C'était mon tout premier pays. Et comme c'était la première fois que je voyageais seule de cette façon-là, effectivement, je prenais certaines précautions que je prenais un peu moins après. Par exemple, je voulais pas prendre un taxi toute seule pour rentrer le soir parce que j'avais entendu qu'il y avait beaucoup de faux taxis qui... Kidnapping, rançon, on des... s'imagine plein de choses. Exactement, du coup, on s'imagine plein de choses. Comme tu dis. Après, peut-être le pays le plus dangereux, c'était peut-être l'Inde, où je suis partie effectivement... seule, mais j'ai rencontré un Belge à l'aéroport et en fait on a voyagé ensemble tout le temps, ce qui était très confortable parce que du coup ça a simplifié effectivement beaucoup de choses parce que les gens pensaient qu'on était en couple, alors du coup il y avait comme un respect qui se crée et les mecs venaient pas justement me parler ou m'embêter, beaucoup moins. Donc effectivement ça j'ai eu la chance de le rencontrer, sinon je sais pas comment aurait été mon expérience en Inde toute seule. Comment t'as préparé ça? Tu savais, t'as lancé des fléchettes sur une map monde et tu t'as dit je vais dans ce pays, celui-là? Ou bien justement c'était ceux que tu rêvais de visiter concrètement? Un peu des deux. En fait, j'ai pris un billet tour du monde. Je suis passée par une agence qui était spécialisée là-dedans et ils avaient plein de listes en fait. Et j'ai choisi une liste qui me convenait en fait. Une liste où il y avait différents pays où je voulais absolument aller. Je savais que je voulais aller en Amérique du Sud, je savais que je voulais aller en Australie voir des amis et je savais que je voulais aller en Inde. Le billet tour du monde fonctionne comme ça. C'est une liste de pays avec des aéroports d'arrivée et des aéroports de départ. Là, par exemple, j'arrivais à Buenos Aires et je repartais de Santiago du Chili. Et entre deux, je m'étais fixé 1 mois parce qu'on peut fixer plus ou moins des dates avec justement l'agence. On peut les repousser, on peut changer les dates même à volonté, à vrai dire.
Et donc, j'avais comme ça des aéroports d'arrivée, des aéroports de départ sur un continent, par exemple. Et puis après, au milieu, j'étais un peu libre de voyager comme je voulais. Donc après, je me débrouillais avec un bus ou un train ou un avion. J'imagine que tu as dû produire quelque chose de ce voyage-là, de cette période-là, puisque voilà, soit par l'écrit, soit par la peinture, les arts plastiques, tu es quand même très très créative et productive. Donc, Oui. Bah oui, j'ai fait pas mal de choses en fait. Quand j'y repense, j'ai écrit plein de carnets parce que j'avais mes carnets de route. J'ai écrit des chansons parce que j'ai acheté un ukulélé sur mon chemin en me disant tiens c'est un bon compagnon et j'écrivais des chansons au fur et à mesure que je chantais parfois trop cool. Au bord d'une piscine ou avec des gens et ça permettait de créer des liens et j'avais des carnets de dessin aussi donc j'ai pas mal dessiné de choses ou de gens que j'ai rencontrés et surtout j'ai créé comme une sorte de répertoire de visages qui m'a permis ensuite de créer des œuvres en peinture et en dessin après coup en fait. Donc certaines des œuvres que j'ai réalisées même cette année sont encore inspirées, voire carrément le résultat en fait de certains visages que j'ai. D'accord, donc que ça j'ai vit eu là encore pendant en toi, quoi. Complètement, ouais, oui. Même si j'ai l'impression que c'est très très loin maintenant, parce que ça fait quoi, 8 ans que je suis rentrée, je crois. Alors rentrer directement, tu te dis ça y est maintenant en Suisse. Comment ça s'est passé? Alors je suis rentrée un peu la queue entre les jambes, sans un sou chez ma maman. Donc le retour était un peu difficile parce que donc j'avais vécu à Paris, après je suis partie faire mon tour du monde et je rentre et je me rappelle que j'ai passé mes 25 ans un peu triste dans ma chambre en me disant mais c'était super, j'ai des amis partout dans le monde entier et maintenant je fais quoi? J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de chez moi, il faut tout recommencer à zéro. Donc c'est vrai que le retour était un peu difficile où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là? Et là, j'ai eu un peu un moment de flottement où je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'ai commencé à faire des remplacements dans l'enseignement. Ok. Donc, je me En dis que je lettres? vais faire un peu de tout. J'avais D'accord. fait un remplacement long terme pendant 6 mois en anglais et en allemand. Et là, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi de faire ça. C'est d'être cette image, le prof. Ensuite, les gens vont te juger tout le temps sur comment tu parles, sur qui tu es, comment tu es habillé, etc. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire un stage ensuite en communication à Migros-Vallée. Un peu par hasard, j'étais en train de chercher un peu ce que je voulais faire et j'ai fait un programme pour les jeunes diplômés qui m'ont permis de faire un stage ensuite, qui m'ont permis de définir une orientation professionnelle et de choisir un stage. Et là, j'ai fait un stage à Migros-Vallée en communication et très vite, ça m'a plu. J'ai été lancée un peu justement dans la création d'articles pour le Migros Magazine déjà. Et les choses se sont enchaînées. Ensuite, un jour, ma responsable me dit « Ah, il cherche une stagiaire à Zurich pour la communication, justement comme porte-parole stagiaire pour la Fédération des coopératives Migros. » Et moi, j'ai dit « Je signe où? Je pars quand ?» Oh, Et t'es arrivée stagiaire? Oui, donc je suis arrivée de nouveau stagiaire, porte-parole pour la Suisse romande. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme poste? Qu'est-ce que tu as tenu comme poste dans ce Migros Magazine depuis lors? Alors, le premier poste, c'était d'être éditrice pour les pages shopping. Donc ça, c'était un truc Ça me parle. assez spécifique, en fait, où on est entre, en fait, le contenu éditorial et le contenu publicitaire. Et je devais adapter les pages pour la Suisse romande, puisque c'est des pages qui sont produites en allemand. Et ensuite, donc je devais un peu m'adapter aux sensibilités pour la Suisse romande. Par exemple, on ne fait pas une fondue de la même façon en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Ah, Une d'accord. raclette n'est pas la même en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Alors ça, c'est les us et coutumes. Exactement. Mais au niveau des mentalités, il y a quelle différence? Au niveau... Voilà, on fait pas. Je sais, ça ressemble à des généralités peut-être, mais pas du tout. C'est vraiment pour essayer de comprendre la finesse. Et justement, toi, qui as une cible, un public, comment tu l'adaptes? Finalement, c'est un peu de la traduction. Oui, il y a une partie de traduction et c'est de la traduction culturelle aussi. Parce que comme je dis, culinairement, on est assez différents en fait. Il y a des choses qui sont un peu des tabous en Suisse romande qui ne le sont pas du tout pour nous, comme par exemple le foie gras. Ah oui. Ou d'autres choses comme ça, ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Le sucré salé? Oui, ça je sais pas. Oui, peut-être. Et après, à l'inverse, d'autres choses en Suisse allemande qui font partie de la culture, comme par exemple tu vois, le pain de viande, enfin le Käse... Non, comment ça s'appelle déjà? Le Fleischkäse. Fleischkäse, donc le fromage d'Italie. En Suisse romande, c'est presque hérétique, ça. Enfin, donc, ce genre de différences un peu culturelles qu'il faut parfois... Bon, ça, c'est pas vraiment des différences culturelles, c'est des différences culinaires qu'on adapte. Ou alors, par exemple,
La fondue, eux, ils vont se dire oui, on peut mettre une fondue avec des poires, avec du lard, avec des. Ils vont imaginer plein de choses différentes, alors que chez nous, on est plus traditionnel créatif. par rapport. Voilà, ils sont beaucoup plus créatifs, alors que pour nous, une fondue, c'est quelque chose de plus sérieux. Donc la fondue, c'est avec du pain, éventuellement des patates, des cornichons, et c'est fini. Oui. Ou la raclette, moi je viens du Valais, donc pour moi une raclette c'est vraiment la raclette avec la demi-meule, les patates, les cornichons, il n'y a pas de truc bizarre mais c'est l'attachement au terroir aussi. Exactement. Et du coup ce genre de petites, après c'est des subtilités, on chipote un peu, mais ça a son importance. Ouais. D'accord. Et pour la vente par exemple, qu'est-ce qui parlerait plus à un public suisse-allemand au niveau d'un produit, justement que ce soit éco-responsable? Est-ce que c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en avant? Je te demande de l'analyse, je t'ai pas préparée. Ouais. Alors, effectivement, il y a des problématiques qui sont plus marquées en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Après, il y a aussi une très grande différence entre les villes et les campagnes. Par exemple, actuellement, toutes les questions écologiques sont très, très importantes en Suisse allemande et surtout dans les villes. Une ville comme Zurich, par exemple. Alors qu'en campagne, l'approche est un peu différente. C'est plus une approche terroir, une approche des produits comme il y a plus une approche régionale, en fait. Donc, une importance donnée à la proximité, en fait, et la connaissance des agriculteurs, par exemple, les produits de saison, exactement. La saisonnalité, la régionalité sont beaucoup plus importantes dans les campagnes, j'ai l'impression, qu'en ville. Alors qu'en ville, on va beaucoup faire attention, par exemple, à manger végétarien, à avoir traitement du plastique. Exactement, moins de plastique, les produits bio. Alors que le bio, par exemple, en Valais, a moins d'importance. Par contre, les questions régionales sont plus importantes. Donc, les gens vont s'attacher plutôt à acheter des produits de saison qui viennent de l'agriculteur du coin, plutôt que d'acheter du bio ou des produits, des alternatives à la viande, par exemple. Donc, ce genre de choses, effectivement, il y a du bon sens derrière. Merci. Ouais. et merci d'avoir éclairé ça. Et quel autre poste, donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au Migros Magazine? La Migros, tu dis la Migros, toi? Alors, au niveau de la communication, on n'a pas le droit de dire la Migros, c'est Migros. D'accord, Migros. Mais oui, mais dans le langage courant, les gens disent la Migros, oui. Mais actuellement, je suis éditrice à 100%. J'écris aussi de temps en temps des articles, mais vraiment, mon poste, c'est plutôt un poste d'édition. D'accord. Et la section francophone est aussi à Zurich? Alors, on a un pool de journalistes à Lausanne. D'accord. Qui écrit donc uniquement en français pour nous sur des sujets romans. En fait, ça, c'est aussi une des particularités du Migros Magazine et une des forces, c'est qu'il y a 2 rédactions distinctes. Même une troisième en fait au Tessin qui est un peu indépendante et qui fonctionne un peu différemment à vrai dire, mais on a vraiment donc ces 2 grandes rédactions, la rédaction francophone et la rédaction alémanique, et qui produisent des articles vraiment qui concernent les gens, qui parlent aux gens, et en français ou en allemand. Après on a aussi des échanges avec des articles qui sont traduits quand c'est des sujets qui peuvent passer dans les 2 langues, mais sinon on a vraiment donc ces deux pools. Après l'édition pure, on est basé à Zurich, effectivement. D'accord, ok, très intéressant. Ouais. J'avais une autre question par rapport à l'édition. Ça consiste en quoi d'éditer un magazine d'entreprise comme ça? Quel est le processus? À quoi il faut penser? Est-ce que tu dois valider les textes avant? Alors, en fait, on a 2 types d'articles. Des articles vraiment indépendants proposés par nos journalistes qui n'ont rien à voir avec Migros. Comme par exemple un interview, on a eu récemment Nathalie Baye, par exemple. Ça n'a rien à voir avec Migros et ça n'a pas de... D'accord, glamour. Voilà. Et après, on a des articles qui sont vraiment on a des articles qui sont de la communication pure, en fait. Et ça, c'est des articles, effectivement, qui sont validés ensuite, par exemple, par le marketing ou par la communication externe ou par plein de gens à la fois. Où là, effectivement, on va devoir faire attention aux termes, on va devoir faire attention, justement, à savoir exactement ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Donc, c'est un peu 2 approches différentes, en fait. Le but du Migros Magazine, tu dirais que... de la Migros, j'ai du mal. Du Migros Magazine, c'est de créer du lien un petit peu au sein de la ville ou vraiment c'est quelque chose de commerçant, de marketing? Est-ce que tu as l'impression aussi que c'est le magazine de proximité un petit peu? Alors, complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même le magazine le plus lu en Suisse. Ah, d'accord. Donc, il y a à peu près 2 millions de lecteurs. Donc, c'est énorme à part ça. Et il y a un vrai attachement des gens à ce magazine. Et moi-même, je le lis depuis que j'ai 10 ans. Quand j'avais 10 ans, tous les lundis à midi, je me réjouissais d'aller le chercher dans la boîte aux lettres et je lisais. Je me rappelle encore certains articles. J'avais découpé des pourquoi je le reçois pas de gens.
Eh ben alors, je vais t'inscrire. Voilà, merci. Non mais oui, il y a un vrai attachement. Et on se rend compte parfois, quand on a des retours de personnes qui ont été interviewées, que ça a un vrai impact et qu'il y a un vrai lectorat qui est plutôt âgé quand même, parce que les jeunes lisent de moins en moins le format papier, ça Oui. c'est clair, et ça tend un peu à diminuer. Mais non, il y a un vrai attachement justement de la population, tant à Migros, qui est quand même, qui fait presque partie de la culture suisse en fait, Mhm. que au magazine en lui-même, qui apporte un éclairage sur plein de sujets de société et qui parle de la Suisse en fait, qui parle vraiment Ouais, c'est de passionnant. sujets Mhm. ouais, de ce qui intéresse les gens, d'artistes, d'un jeune qui a lancé son CD ou qui a créé son entreprise ou qui a... Mhm. Justement, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui nous écoutent, enfin, par exemple, je pense à une amie qui est chanteuse, qui vient de sortir son CD, voilà, puisque tu le cites, est-ce que ça pourrait vous intéresser? On peut vous envoyer spontanément des articles ou des dossiers de presse? Oui, oui, après, effectivement, si ça marche et que si c'est intéressant et que ça convient aussi au rédacteur en chef, parce que forcément, ça Oui, doit bien aussi sûr. entrer dans une sorte, dans une ligne éditoriale. Mais oui, c'est clair qu'on reçoit souvent des propositions et parfois ça passe pas. Bien sûr. Mais oui, c'est clair. Intéressant. Puis du coup, tu expliques très bien pourquoi aussi. J'imagine que le magazine, on le trouve en digital, aussi sur Internet, mais tu expliques aussi pourquoi les gens sont attachés au format papier. Et donc, ouais, on a très bien Ouais. compris. Bon, ça, c'est pour la partie professionnelle. Et maintenant, je vais te demander de parler un petit peu de tes autres passions, de la création de ce blog. Alors, attends, je lis mes notes. Arvin et Térébenthine. Alors, Arvin et Térébenthine, déjà le nom, c'est deux parties de moi en fait. Arvin parce que c'est un cépage en fait valaisan. Donc le village dont je viens fuit a même un festival qui s'appelle Arvin en capitale. En fait, c'est un festival de vin où on déguste le vin, D'accord. etc. Et je crois aussi au pouvoir de l'apéro et en fait aux langues qui se délient durant l'apéro et au contact qui se crée, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et térébenthine, bah, c'est l'essence de térébenthine qui est utilisée dans la peinture à l'huile. Donc en fait, c'est un peu les deux parties de moi, le côté créatif et la peinture, et le côté bon vivant, un terroir, et que les choses puissent justement se passer à l'heure d'apéro. Oui, en effet. Un très joli nom. Ça sonne avec Franzine en plus. Ça rime. Ah, c'est parfait, on était fait pour se rencontrer du coup. Et donc justement, qu'est-ce que tu mets dans ce blog? Tu parles de tes passions artistiques. Est-ce que tu présentes tes œuvres ou tu parles d'autre chose? Ben, pas du tout, en fait, justement. Je parle de plein de choses qui m'intéressent. Je fais des challenges, par exemple des challenges culinaires ou des challenges. Je me fais une semaine où j'ai testé, par exemple, le mode de vie vegan. Donc, pas seulement l'alimentation, mais aussi au niveau des vestimentaires, du maquillage, etc. Où je me suis lancé aussi le challenge de manger pendant une semaine que des produits suisses. D'accord. Donc ça, c'était aussi assez exigeant parce que j'ai fait ça en plus en hiver. Donc que les produits de saison, j'en avais marre au bout d'un moment des patates et des carottes. Donc je fais ce genre de choses. J'écris aussi des interviews sur des personnes qui font des choses intéressantes. Et j'écris des chroniques sur ma vie, sur ce qui se passe en ce moment. Comme par exemple, mon premier article, ça a été sur comment le coronavirus a tué mon style. Parce que j'aime bien m'habiller, j'aime bien la mode. Et je me suis rendu compte qu'avec le corona, je traînais toute la journée en pyjama, enfin en training. En jogging, ouais. Et que du coup, sans maquillage, pas coiffée, et que c'était devenu mon quotidien. Du coup, ça a été ma première chronique que j'ai écrite sur effectivement comment le coronavirus a tué mon style. D'ailleurs, à ce sujet, je conseille d'investir que dans des classiques, des basiques, là, pour le moment, des choses qui resserviront plus tard. Exactement. Qui va sur ton blog? Comment tu le fais connaître? Tu as fait... Voilà, bien sûr, quand tu as publié cet article-là, j'imagine que tu as eu plein de réactions. Ben, pour l'instant, j'ai commencé un peu timidement. En fait, donc j'ai lancé l'année dernière au mois de mars, à la fin mars, et je le publie sur mes réseaux sociaux essentiellement. D'accord. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je commence à me développer un peu plus et m'exposer un peu plus, parce que j'ai un côté un peu timide. D'accord. Je me gêne parfois un peu de montrer ce que je fais. Du coup, j'ai tendance à travailler un peu dans ma grotte et, et à le présenter juste aux gens autour. Et là, maintenant, justement, les réactions que j'ai eues sur Français à Zurich, ça m'a vraiment donné comme un boost où je me dis, mais il faut que je sorte de ma grotte, il faut que j'essaye de m'exposer plus, de montrer ce que je fais, d'avoir des feedbacks, d'essayer de m'améliorer et d'avancer pour grandir. Parce que sinon, effectivement, j'aurais tendance peut-être à faire mon truc dans mon coin. Et Moi, je te rejoins aussi. Et puis aussi, dans nos études de lettres, on nous vante beaucoup le travail de moine,
une certaine perfection. Le texte, il fonctionne en lui-même, etc. Et donc, moi, ça m'a aussi beaucoup bloqué, entre guillemets, même si c'est magnifique et c'est admirable. Mais je me disais, en fait, je serais jamais à la hauteur pour produire des choses, ou bien même tenir un discours sur un sujet que je ne maîtriserais pas à 100%, déjà préécrit. Et passer à l'action, c'est vraiment libérateur, donc tu fais très bien. Absolument, ça c'est vraiment mon leitmotiv, faire, au bout d'un moment, parce que sinon, à force de trop se prendre la tête et de réfléchir, effectivement, on n'avance pas. Donc, exactement, et c'est toujours les meilleures personnes qui se mettent, entre guillemets, les meilleures personnes, oui, qui se mettent des blocages, parce que les autres qui ont vraiment beaucoup d'ambition et qui se posent moins de questions, ils foncent simplement. C'est intéressant. Comment tu cultives ta créativité, ta curiosité? Tu parles aussi de musique sur ton blog. Voilà, est-ce que t'es tout le temps en recherche de nouvelles choses? Déjà, c'est là depuis toujours, en fait. Je me suis fait la réflexion récemment que depuis à peu près l'âge de mes 10 ans, j'ai toujours eu la musique qui m'accompagnait, le bricolage, la peinture, le théâtre, l'écriture, tout ça, c'était depuis très tôt là. Donc il y a plein de formes d'art m'ont accompagnée en fait tout au long de ma vie. L'une se substituant à l'autre parfois. Parfois, j'écrivais plus des histoires ou mes carnets, ou alors je composais de la musique, ou alors j'étais plutôt dans du dessin ou de la peinture ou ce genre de choses. Mais je crois que c'est juste la vie en fait qui m'inspire, les gens, les rencontres, et quelque chose d'un peu pulsionnel que je sens que je dois faire en fait. Souvent, j'ai pas beaucoup d'explications à pourquoi je me mets à écrire des choses de façon un peu comme ça, un peu frénétique même. C'est juste que ça vient et que ça doit sortir. Ah, ça déborde. Oui, ça déborde, exactement. Et que ça déborde. Après, sinon, j'aime regarder le monde qui m'entoure comme une source d'inspiration infinie. Et je suis capable de m'émerveiller. Je suis des fois un peu comme une enfant. Hein. C'est beau. Je peux m'émerveiller d'un éclair, d'un rayon de soleil ou d'une feuille qui tombe. Et je suis là, mais c'est magnifique. Et je peux me mettre limite t'es capable, à avoir les larmes aux yeux parce que je trouve ça incroyable, tu vois. Donc, contemplatrice. Complètement, ouais. Et je suis là, mais qu'est-ce que c'est beau un rayon de soleil. Donc, oui. Est-ce que tu dirais que ça vient aussi du fait que tu viennes du Valais, cet attachement à la nature, puisqu'on le retrouve beaucoup dans la littérature suisse romande. Hein. Alors, on parle des montagnes, des lumières, des énigmes de la nature. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que d'être entourée de montagnes, j'adore aller en montagne, vraiment. C'est quelque chose qui est hyper ressourçant, et effectivement, c'est une force incroyable. Et être seul en montagne, surtout, les lumières, les paysages, les bruits qu'on entend, tout est tellement... tout est source d'émerveillement, en fait. Et de méditation aussi, pour le coup, parce que ça nous force à nous rendre compte à quel point on est petit, à quel point on n'est rien, à quel point, à la fois, on peut être heureux dans cette espèce d'énergie vive et brutale. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est possible que ça vienne aussi de la montagne, effectivement. Toi, tu dirais que ton identité culturelle, elle est plutôt suisse, ou bien quand même avec des fortes influences françaises, ou bien plutôt pop américaine, plutôt justement tribal. J'ai toujours pensé que j'avais plusieurs personnalités en moi, et justement plusieurs identités en moi. Je me suis souvent vue même avec plusieurs identités culturelles à l'intérieur, donc j'ai... Physiquement, voilà, je ressemble à une Suisse, je fais, je sais pas moi, 1m75, je suis blonde. Mais à l'intérieur, comme s'il y avait beaucoup d'autres choses, en fait, qui se passaient. Des vies précédentes. Ouais, j'ai souvent pensé que j'étais noire à l'intérieur. Ah, d'accord. Après, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, et peut-être que certains vont dire, oui, mais pas du tout, c'est pas ça être noir, tu vois, c'est comme... Non, mais bon, la vie de l'âme, il y en a qui sentent... Ouais, ou d'être, en tout cas, d'avoir une culture différente à l'intérieur, comme une petite flamme. Je sais pas, c'est un peu difficile à décrire, avec une culture qui aime la collectivité, ouais, des choses comme ça. J'ai toujours été très attirée en fait par tout ce qui est ethnique. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée en fait. Les couleurs, les formes d'art, les masques, tout ce qui est un peu mystérieux comme ça, c'est des choses qui m'ont toujours beaucoup inspirée. On le voit aussi dans ta peinture. D'ailleurs, je mettrai les liens de toute manière pour qu'on voit ton compte Instagram et renvoyer à tout ça. Je voulais te demander comment tu te sens justement en Suisse alémanique et ici à Zurich, toi pour qui la communication est primordiale, l'expression artistique. Donc, est-ce que tu arrives à trouver ta place, ton équilibre? Dans mes amis proches, oui, parce que j'avoue que je fréquente pas mal de romans, pas mal de francophones, et du coup, culturellement, c'est clair qu'il y a une proximité qui est évidente et qui est beaucoup moins évidente avec des Suisses allemands, pour le coup. Après...
Je pense que on a l'avantage, je pense que pour les Français c'est pareil, mais en tant que roman, donc les Belges, on a un peu la Belge touch. D'accord. Donc on est sympathique, voilà, on aime bien de nouveau boire un verre. Et du coup, ils nous voient plutôt, je pense, de façon un peu sympathique. Donc ça va, on va dire. Mais effectivement, il y a un vrai Röstigraben dont j'avais pas vraiment mesuré l'impact et l'importance avant d'arriver ici. Où la Suisse est un drôle de pays quand même parce que on vit ensemble. Et on a construit ce pays en fait sur un pacte social, sur le vivre ensemble en paix, autour des mêmes règles qui sont le travail, le respect, etc. Mais finalement, on n'a pas grand-chose à voir en termes de mentalité, de façon de communiquer et de langue, même de religion, puisque pendant longtemps les gens se sont un peu battus. Mais finalement, on vit ensemble en bonne entente, malgré tout, même si on se comprend pas toujours. C'est ça. C'est ça qui est drôle. Et en plus, tu parles plusieurs langues, c'est pas un souci, mais est-ce que pour mais toi... le suisse-allemand, par contre, parfois, ça pique un peu. Est-ce que c'est un sujet qui t'occupe beaucoup, ce bilinguisme ou ce vecteur de communication qu'est la langue? Oui, absolument. Après, ça peut être aussi un peu un vecteur de frustration, parce que je parle l'allemand, mais le Hochdeutsch, et ici, en Suisse allemande, les gens parlent les Suisses allemands, puisqu'il n'y en a pas que un, mais c'est plein de dialectes différents, avec des mots différents, des façons de parler et de prononcer les mots différemment. Et du coup, effectivement, je dois avouer que ça me frustre un peu de ne pas être capable d'avoir le même niveau de communication et le même niveau d'échange qu'en français, par exemple, ou même en anglais, où tu as un seul anglais, enfin plus ou moins, malgré les différences au niveau des accents. Effectivement, je trouve que le suisse-allemand, ça me frustre un peu. Même si je le comprends quand même pas trop mal, effectivement, c'est... ça met une limite tout de suite. Ouais, ça met vraiment une limite. Je vois. Moi, j'ai une autre question à te poser, mais qui est plutôt dans le cadre de Franzine, puisque je me pose aussi des questions et je vois qu'il n'y a pas vraiment de maison d'édition francophone en Suisse alémanique. Et pourtant, il y a plein de gens comme toi, comme des amis que j'ai aussi qui écrivent très bien, qui pourraient se faire publier. Alors on me dit toujours, mais pourquoi alors se faire publier en Suisse alémanique? Eh bien, moi j'ai l'impression qu'il y a un phénomène vraiment historique, de tous ces Français qui arrivent, pas que Français, mais tous les francophones qui sont installés dans la région. Ça fait que grandir, en plus avec tout ce qui se passe avec le Brexit, etc. C'est vraiment, il y a un fort attrait pour Zurich et région. Et je me dis que ça pourrait avoir un intérêt, tu vois, de publier des textes qui traitent de ça, de ces rapprochements culturels, différences, amour, des amours entre les cultures. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent d'avoir une maison d'édition dans la région? Alors, ça dépend ce que tu entends par maison d'édition. Tu voudrais dire on publie des livres ou alors on publie des... Alors oui, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Comme tu dis, effectivement, il y a une communauté qui est quand même importante et qui continue à grandir. Après, je pense que c'est difficile aujourd'hui pour des maisons d'édition de tenir des maisons d'édition qui seraient justement jeunes. Je pense que c'est très difficile. Le marché du livre est quand même assez compliqué. Les gens lisent quand même de moins en moins. Le papier est sur le déclin, même s'il y a vraiment encore beaucoup de gens qui lisent et ça marche toujours. Mais je pense que pour une nouvelle maison d'édition, il faudrait vraiment avoir une idée de base très solide avec déjà un marché presque acquis. Oui. Et je pense que pour le coup, je pense que c'est difficile financièrement. Les beaux projets ne tiennent pas forcément la route financièrement. Ouais. Non pas que ça intéresserait pas les gens, mais plutôt que je pense que c'est de toute façon difficile pour des maisons d'édition de tenir aujourd'hui, alors que tout se fait en ligne. C'est Donc ça. peut-être des maisons d'édition online, effectivement, qui produiraient des magazines online. Ça, oui, peut-être qu'il y aurait un marché. Ouais. En tout cas, j'en profite pour annoncer que là, en 2022, j'ouvre sur le site de Franzine, donc fran-zine.com, un forum où justement toutes les belles plumes de la région qui veulent parler de leur vie dans la région ou pas, de ce qu'ils veulent, plutôt que de noircir des cahiers comme je fais. Là, je les ai cachés, mais il y en a pas mal. Si ils veulent laisser leur texte à disposition sur Franzine, et je pourrais en faire même la publication, la publicité, ou bien en faire un podcast plus tard, ou à terme, s'il y a un corpus assez garni, eh bien, on pourrait même en faire un livre, pourquoi pas. Donc voilà, je commence avec cette idée-là, voyons si ça prend, mais j'ai bien conscience des difficultés, en effet, financières. Voilà. Mais je pense que c'est une super idée en tout cas, et je pense qu'il y a vraiment un lectorat pour ça. Merci beaucoup. Bon, écoute, on va tester. Bon, c'est presque la fin de l'interview. Déjà, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'était vraiment très agréable. Pour moi surtout. Et est-ce que tu as préparé une citation
Je demande toujours un partage de citations ou bien d'un livre qui t'aurait marqué, d'un auteur. J'ai 2 citations préférées. La première, c'est « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la certitude qu'il existe quelque chose de plus grand qu'elle. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans mon voyage, dans mon tour du monde en fait. Et j'étais terrifiée, mais je me disais, je vais combattre ces peurs. J'ai plein de peurs, je suis quelqu'un d'assez angoissé et qui suis pleine de peurs, mais en fait, j'aime pas laisser les peurs me diriger. Donc ça, c'est la première de mes citations. Et la deuxième, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et ça aussi, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, on se met parfois des barrières, ou les gens nous mettent des barrières en se disant « Mais non, ça marchera pas, ou c'est pas possible », ou on se le dit pour nous-mêmes. Alors qu'en réalité, parfois, on le fait. En fait, c'était possible. On a trouvé une voie. Et que parfois, il faut pas justement écouter des petites voix ou sa propre petite voix qui nous arrête dans nos projets. Moi, j'ai l'impression que tu es sur un chemin du coup de croissance où tu fais sauter certaines limites. C'est vrai. Alors, je vais te suivre dans ce chemin, en tout cas, dans ce que tu publieras dans ton blog, sur Instagram, parce que c'est super intéressant de voir les gens éclore, même si ça a commencé il y a très longtemps, mais chacun son rythme. C'est vrai. Très joli. Merci beaucoup, Estelle. Avec grand plaisir. Merci, Francine, pour ce Avec moment. grand plaisir. Chers auditeurs, voilà une personnalité qui en valait le détour, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, des étoiles, des likes. Vous pouvez aussi, j'imagine, contacter Estelle pour lui parler d'art, de vernissage. Elle en fait aussi. Oui. Et puis, merci de vos écoutes et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.